Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce talk qui sent bon l'été, je dois l'avouer. On touche à la fin de la saison et quoi de mieux les amis pour terminer justement cette saison en beauté que de parler d'amour. Bon, j'exagère un peu, ce podcast il est là pour parler de la vie des chefs, mais on n'en parle pas assez. Les chefs ont une vie et une vie sentimentale. Bon, souvent compliquée, mais c'est un autre sujet. Moi j'ai voulu parler de celles et ceux qui vivent leur amour au quotidien dans leur maison. J'entends par là leur restaurant. Couple réuni par la profession, on connaît la chanson, Madame en salle, Monsieur en cuisine, c'est un duo qu'on a l'habitude de croiser et que je viendrai d'ailleurs bientôt questionner car c'est une sacrée aventure que de bâtir à deux un restaurant. Mais non, là, pour se quitter avant l'été, j'ai voulu pousser le bouchon et faire parler un couple qui partage le piano. Oui, parce qu'il en existe, plus rares, qui œuvrent à deux du même côté du pass. Waouh. Comment ça marche cet attelage-là ? Vous vous êtes peut-être posé la question en regardant la dernière saison de Top Chef et vous me voyez venir, c'est eux que je suis allé retrouver, Philippine Jaillet et Charles Neyers, concurrents à l'écran, solidaires dans la vie. Eux, je les ai rencontrés au moment de l'ouverture de leur restaurant. La télé n'était pas encore passée par là et ils cherchaient encore comment exprimer leur talent à ce moment-là. Spoiler, du talent, ils en avaient déjà. Et cette maison, elle respirait la générosité et le goût du partage. Ces deux-là étaient faits. Alors pour se rencontrer, c'est eux qui nous le diront, mais en tout cas, pour écrire là une sacrée histoire et bonne nouvelle, l'histoire elle continue, l'adresse elle a trouvé sa voie, c'est là que je l'ai rejoint ce jour-là, baie vitrée ouverte sur la rue, soyez pas surpris si vous entendez par-ci par-là quelqu'un klaxonner. On est donc au Boréal, on est là pour parler de l'histoire de Philippine Jaillet et Charles Neyers, de la manière surtout dont on construit une cuisine à deux. On va parler de la manière dont ils ont traversé Top Chef et des difficultés que ça peut présenter. On va découvrir comment, en cuisine, ils ont appris à trouver leur place, comment ils ont appris à échanger, à proposer leurs idées aux clients, parce qu'on sait tout ce que ça fait quand on est deux à vouloir faire. Eh ben, eux, c'est leur quotidien. Alors, ils vont nous donner les clés. Peut-être qu'on peut commencer par dissocier ce duo dès le début. Oui. Parce qu'on va en revenir à la communion. Mais commençons peut-être par les individualités, ou en tout cas, si on remonte le fil, Ouais. est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, pour que les gens qui ne vous connaîtraient pas aient un peu une représentation de votre parcours, nous raconter par où vous êtes passé avant d'arriver ici, à Boréal, où nous sommes en train d'enregistrer d'ailleurs. On est à Boréal, dans votre restaurant. Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours ? Je vais avoir 32 ans. Ça fait 3 ans que je suis en cuisine depuis que j'ai rencontré Charles. Avant ça, j'étais en pâtisserie, donc c'est quand même un monde très très différent. Voisins, mais très différents. Exactement. Et encore avant ça, j'étais étudiante en école d'art à Bruxelles, donc encore un milieu très très différent. Et on s'est rencontrés avec Charles. En fait, ça faisait 2 ans que j'étais plus vraiment dans la restauration. Je m'y suis remise par hasard avec une amie qui voulait un peu d'aide dans son resto, et en fait, elle connaissait Charles. Charles est venu dîner et Charles, Philippine, Voilà, Charles. exactement. Exactement, et le coup de foudre fut immédiat. Mais non. Moi, j'étais pas parti pour parler de ça. J'étais parti pour dire, mais ok, allons-y. Ça J'étais fait parti pour partie, Non, ça. en vrai, ça fait vraiment importante partie de- de ce qu'on est Et on aujourd'hui. s'est plus quitté. En fait, il m'a proposé d'être en cuisine et du coup, j'y suis retournée comme ça. Et en fait, j'y suis même arrivée comme ça. Et du coup, depuis, on cuisine ensemble. Dingue. Donc, la cuisine est arrivée, repartie, revenue. Ça a été un fil un peu discontinu quand même à un moment. Et finalement, t'as raccordé avec ça. Tu parlais de la pâtisserie. Aujourd'hui, si on fait le trait, ta partie, tu l'as circonscrit comment ? Qu'est-ce que tu fais derrière ce comptoir-là ? Alors, au Boréal, j'avoue, c'est moi qui prends en charge pas mal la pâtisserie. En revanche, tout ce qui est création, etc., on est vraiment à deux. De plus en plus. Quel que soit le terrain. Quel que soit le terrain. Ok. En revanche, c'est moi qui l'a fait. On va dire ça La comme ça. pâtisserie. La Moi, je suis pâtisserie. vraiment nul. Vraiment, je peux pas affronter Philippine en pâtisserie, c'est impossible. Mais la pâtisserie que je fais aujourd'hui au Boréal est quand même déjà très différente de celle que je faisais avant en tant que salarié dans les grandes maisons. Notamment Pierre Hermé, où j'étais dans son unique restaurant. Ça aussi, c'est important de le dire, c'est que j'étais pas en pâtisserie boutique. Je me suis vite spécialisée en dessert de restaurant, donc c'est déjà encore un monde, deux mondes très différents. C'est un monde dans la complètement. pâtisserie. Exactement. Ouais. Et moi, ça m'a toujours plu le service. Enfin, je me voyais pas en boutique, ça c'est sûr.
Pourquoi ? Parce que décorrélé du public, de l'environnement, des gens, pas le même timing, c'est quoi qui te... Le timing, mais en vrai, surtout ce qu'on fait, c'est vraiment différent. Moi, faire des petits gâteaux, enfin, j'adore ça, hein. J'en mange, je peux en manger beaucoup. By Philippe. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça me passionne beaucoup plus le dessert à l'assiette. En fait, déconstruire Plus créatif, tu trouves ça plus créatif ? Ouais, c'est plus créatif, Ouais. ça me plaît plus. Même la manière de le déguster, je suis plus dessert à l'assiette. Mhm. On va creuser cette histoire. À toi, mon cher, raconte-nous Alors, eh bien, cette histoire, moi, la tienne en tout j'ai cas. à peu près le même âge que Philippine. Ouais, j'ai 33 ans. Et la cuisine n'était pas du tout, mon domaine de prédilection à la base parce que je suis issu d'école hôtelière. Mais de la partie service. Donc, j'ai appris vraiment toute la partie service à la base. Donc, école hôtelière. C'était ton envie ? Mon rêve absolu, c'était d'être directeur d'hôtel à la base. C'était vraiment l'objectif depuis que j'étais tout petit. C'était quelque chose, voilà, il y avait un côté prestige, un côté voyage, un côté captivant qui m'intéressait beaucoup. Pour l'instant, Charles, en ce stade de ta carrière, c'est un peu loupé cette histoire. Ah, On n'y oui. est pas complètement. Et par la suite, du coup, j'ai travaillé à droite à gauche, au Cambodge, en Polynésie, dans les hôtels. Je suis revenu à Paris, j'ai fait une école de commerce pour spécialiser un petit peu, creuser un peu le domaine, ça m'a vraiment plu, hein, mais à partir de ce moment-là, on perd déjà 90% des gens qui veulent rester dans les opérations. Ouais. Moi, j'en faisais encore partie. Quand on arrive dans ce genre d'école, voilà, tout le monde pense à autre chose. Ouais. Je suis resté. À la sortie de l'école, j'ai travaillé dans un hôtel de luxe à Paris, en opérationnel. J'étais assistant dans les événementiels, les banquets, etc. Et je me suis rendu compte que je bossais énormément pour pas grand-chose. Ah oui, pas grand-chose de quoi en termes de retour d'argent, Ouais, de trucs. voilà, exactement. C'était vraiment un investissement personnel qui était colossal. C'était avant que il y ait toute cette évolution dans la restauration où on prend en compte, voilà, les heures, les choses comme ça. Donc ça, c'était, j'adorais. Hein, j'ai appris énormément. Ouais, il fallait se donner sans compter. Voilà. Et Voilà. Donc en fait, à ce moment-là, j'ai retrouvé des amis d'école et on a ouvert un premier restaurant. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi, j'adore la cuisine. Si on ouvre un restaurant, pourquoi pas passer en cuisine? Et c'est de là que tout a commencé. What? Et c'était Mais alors... c'était il y a 8 ans. Et voilà, pour la petite histoire, hein, je faisais des burrata et des billes de courgettes. Les billes de Mais courgettes. non. j'ai pris vraiment à la base de base. C'est Mais alors du coup là tu te dis ok parce que pardon Ouais. hein, mais ok je vais passer du côté Oui. cuisine parce que c'est un métier quand même et Ouais, tu te dis ok je vais y aller quand même. J'ai toujours adoré ça. Ok. Je cuisinais chez moi, mais voilà, hein, comme beaucoup. comme ma maman, quoi. Hein, on cuisine, Ouais. on cuisine pour 5, 6, mais on cuisine pas pour 40. Et mais j'avais cette petite fibre cuisine, quoi. Donc dans les hôtels, j'étais toujours connecté à ça. J'adorais être au pass, regarder les assiettes sortir, voir un petit peu comment ça fonctionnait, etc. Et voilà, ça m'a pris. Je suis resté en cuisine, j'ai appris comme ça. Deuxième année, visite du Michelin. Enfin, c'était fou. Assiette gourmande, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Mais Ouais. pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en cuisine, avoir un retour d'un inspecteur qui Bah, c'est vient, dingue. enfin c'était fou. Et de là est née cette passion, quoi. Donc Mais là tu t'es dit j'ai trouvé ma place à ouais, ce moment-là. vraiment. Ouais. Et je pense qu'encore tout a changé quand on s'est retrouvés nous deux en cuisine. C'était vraiment j'avais un peu quitté la cuisine parce qu'on avait ouvert 3-4 restaurants, donc j'avais pris un peu un pas en arrière. Ouais. Je faisais toutes les ouvertures, donc je restais 1 an dans chaque restaurant. Mais j'avais perdu pas la folie, mais voilà. Oui le toute la quotidien de la partie- création du faire en Exactement. fait. Du Donc si faire, j'avais ouais. gardé la partie, c'est beaucoup plus de l'administratif que. Donc j'avais pris beaucoup de recul et je m'étais juré de pas forcément retourner en cuisine. Et quand on s'est rencontré avec Philippine, ça nous a donné envie de retourner en cuisine tous les deux parce qu'on avait cette même passion et on a dit allez, on essaye, on se remet en cuisine. C'est marrant cette rencontre parce que vous vous connectez à un Ouais. moment où finalement chacun dans votre cursus, il y a cette envie de renouer avec Exactement. l'idée de faire et de s'emparer à nouveau de la matière. Quoi. Vraiment. Et ça a été un tournant hein, parce qu'on s'est retrouvé en cuisine dans le premier restaurant et tout de suite ça a marché quoi. Non, mais quand on parle de premier restaurant, c'est quoi l'histoire du coup? Parce que là, vous nous racontez que vous vous dites, et si on se mettait à bosser à deux Ouais. dans le même restaurant? C'est quoi le step d'après du coup, une fois qu'on s'est dit ça un soir ou pas un Bah, soir, déjà ça a d'ailleurs, mis du temps. En parce fait, que, le truc, c'est que déjà, moi, j'avais fait un premier entretien pour bosser dans le resto de Charles, avant que ça devienne sérieux entre nous. Et en fait, T'avais dit non. ouais, j'avais dit non. Parce que, Bah, c'est... enfin bon, bref, vas-y. non, mais en fait, c'était pas le même moment. Non. Enfin, c'est bête, mais Charles avait pas prévu à ce moment-là, pendant que j'ai fait De mon retourner premier en entretien, cuisine. de retourner en cuisine. Ouais. Et en fait, quelques mois après, il y a vraiment eu un truc de, en effet, on avait tous les deux besoin de se retrouver
dans cet univers où on fait ensemble et je pense qu'il y a vraiment cette envie-là de se retrouver et de faire ensemble, en effet. Et du coup, on s'est retrouvés donc dans le premier restaurant qui a ouvert Charles. Alors après, on a mis quelques mois, voire quelques années à trouver vraiment un bon fonctionnement, à s'ajuster pour comprendre comment l'autre fonctionne. En fait, c'est pas du tout immédiat et c'est un vrai travail. C'est ça qui est passionnant, c'est ça. Tu dis des années, là, tu parles de des années. Vraiment. Juste avant de rentrer dans ce truc qui est le cœur du sujet, quoi. Comment on fonctionne à deux. De quoi est nourri? On parle de cette envie-là, de se dire, ok, on a envie ensemble de faire. De quoi elle se nourrit cette envie? Alors certainement l'envie d'être ensemble déjà, mais c'est quoi la fibre de ce truc? Pourquoi à un moment on se dit, parce que sur le papier, pardon de vous le dire et je pense qu'on vous l'a dit, tous les voyants sont rouges. On se dit, les gars, vous allez vous manger, c'est déjà compliqué d'être à deux, mais alors une bonne nouvelle justement. Bah après même tout notre entourage nous a dit attention. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Mais je pense que déjà on était convaincus de notre bêtise, hein. Enfin clairement ça nous a pas empêché. Mais je pense que en fait, quand on s'est rencontrés, la première chose qui nous a connectés avec Charles, c'est de lire ensemble des livres de cuisine pendant des heures, d'en parler pendant 8-10 heures d'affilée sans que ce soit bizarre. Oui. Alors là, pardon Philippe, mais ça peut paraître un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On a qu'à lire des livres de cuisine et en parler toute la nuit. Vraiment. En vrai, c'est vraiment ce qui s'est passé. Enfin, on s'est connectés comme ça ensemble. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, à force de lire ou d'en parler, il faut faire. Et du coup, c'était le moyen qu'on puisse retourner à ça, parce que du coup, je reviens sur le premier entretien, mais si j'avais dit oui à ce moment-là, Charles n'aurait pas été en cuisine. Du coup, le rapport a été différent. Donc, Là, l'idée, c'était vraiment d'investir un projet pour se retrouver et puis pour donner naissance à cette forme d'intuition, parce que quand vous partagez les livres, la lecture et finalement cet univers-là, il y a cette intuition qu'à un moment, il va falloir se retrouver. Et donc vous vous dites on va ouvrir un resto, quoi. Ah ouais, et de là est née l'idée du Boréal, parce que je pense qu'on est arrivé à un plafond un peu dans le restaurant où on travaillait, il n'y avait pas moyen d'aller plus haut. C'est-à-dire que on était un peu cantonné, enfin le restaurant avait une image assez bistronomique, mais c'était assez cantonné. Et surtout, je pense qu'il y avait une capacité d'accueil qui était extrêmement grande. On pouvait pas aller plus loin. Voilà. Et avec les moyens qu'on avait, c'était compliqué. Donc on avait atteint ce qu'on pouvait faire au maximum, je pense, là-bas, et c'est de là qu'est née l'envie de faire un autre restaurant. Parce que donc il y a eu celui-là et votre deuxième ou votre premier bébé? Alors le premier c'était le mien. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'était beaucoup plus grand, il y avait 80 places, donc pas du tout le même geste, pas du tout la même expression, pas de cuisine ouverte, ça nous tenait à cœur aussi. Ouais. Je pense que c'était important pour nous. Et de là est née l'idée du Boréal, avec une envie d'aller beaucoup plus loin. Ok. Est-ce que au moment où on dessine l'idée, l'envie et l'endroit finalement dans lequel on se trouve aujourd'hui, on se parlait justement de l'entourage et des gens qui disent attention, c'est quoi? Est-ce que vous voyez des freins? Est-ce que vous vous dites bon, il va falloir faire gaffe à ça au moment où vous commencez à vous projeter, hein? Je parle pas parce qu'après il y en a d'autres qui apparaissent certainement. Mais est-ce que vous vous dites il va falloir faire gaffe à ça? Est-ce qu'il y a est-ce que vous mettez des... Au début, pas forcément. Je pense que pas du tout, l'envie, elle est justement, et au contraire, voilà. Je pense qu'au début, c'est vraiment, on y va, on fonce. Il y a que nous, on y va. Et après, quand il y a forcément les difficultés engendrent, le restaurant, on a mis quand même une bonne année à l'ouvrir. C'était très très long, c'était très pesant. Pourquoi? Pour des raisons habituelles de retard, de choses, exactement. Vraiment les raisons classiques. Mais qui sont très prenantes moralement, et c'est très énergivore, quoi. Donc on a réussi. Et là il y a l'excitation du début, trop content. Alors ça, il faut que vous me le racontiez, parce que quand on en arrive à ce stade où finalement vous êtes chez vous, vous êtes tous les deux, vous êtes réunis, bim, on ouvre la porte, premier client, bonjour, bienvenue. Ouais, alors au début, on faisait même les petits déjeuners. C'était pour dire. Au début, vraiment, on ouvrait à 8h et on fermait à minuit. Ouais. C'était l'idée. Et on était en continu, hein. On faisait de la limonade l'après-midi. L'idée de base, c'était d'avoir un lieu pour toute la journée. Ouais. Et on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué. Je vois très bien ce fantasme de dire c'est formidable, les gens vont s'en emparer toute la journée, le matin, il y aura celui qui lira son jour. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de très qualitatif sur tous les moments de la journée. Bien sûr, bah oui. Sauf que mais comme ça, on sera mort au bout de 3 mois. Exactement. Du coup, le petit déjeuner a vite disparu. Et on va le garder pour nous, puis on va le prendre à la maison parce que là, franchement, on va crever. C'était une belle idée, mais très compliqué à mettre en œuvre. On est resté sur le déjeuner-dîner.
Et quand j'y pense. C'était quoi les débuts, l'image de justement de ces débuts? Alors une fois qu'on a abandonné les petits déj, vous vous souvenez de quoi de vos premiers services? Non mais je regarde ce que je repense, on regarde des photos, on aime bien de regarder. De temps en temps, on prend le téléphone et on regarde les photos de ce qu'on faisait avant. Et on a quand même bien évolué. Ah quand même. En fait, c'était très drôle parce que la semaine dernière, on a fait ça, on regardait les premiers plats qu'on faisait au Boréal. Et vraiment, alors pas à la traversée, mais au Boréal. Et vraiment, Charles me dit, regarde ce qu'on faisait. Et j'ai dit, c'est pas nous. C'est pas nous. Ah ouais. Déjà avec 6 mois de plus, quoi. Ouais. C'est impressionnant. C'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Alors, racontez-moi ce que c'était au début, l'intention. Ok, on a compris qu'il y avait une volonté d'image, c'est un lieu de vie de toute la journée. Dans l'assiette, finalement, une fois qu'on a réduit, qu'on a viré l'histoire des petits-déj, il y avait quoi? Moi, je me rappelle d'être venu ici au déjeuner très rapidement après l'ouverture. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est générosité. Grande générosité. Il y avait une envie d'apporter du réconfort, une cuisine enveloppante. Oui, c'était ça. Et les assiettes, elles étaient, mais c'était, on pouvait se coucher ici. J'avais l'impression qu'on aurait pu y rester 3 heures, en fait. Il y avait un truc. Non, mais c'est vrai. Il y avait une volonté de générosité, d'accueil. Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment ça. En fait, déjà, la grosse différence entre le premier resto où on a bossé ensemble et le Boréal qu'on a ouvert, c'est que on est sorti du menu assiette à partager. Ouais. En fait, on n'en pouvait plus. Il y avait vraiment à côté, on a envie d'un retour à entrée, plat, dessert. Voilà. Et c'est parti de ça quand même à la base. Avec des éléments travaillés, une sauce. On voulait repartir un peu dans les vrais codes de la cuisine. Plus traditionnel. Exactement. Bistrotière un peu, exactement. Plus, quoi. Ouais. Parce qu'on peut pas dire que c'était bistronomique, je pense pas. C'était quand même. Il y avait une tendance. Oui, quand même. Il y avait une tendance, mais pour moi, c'était du bistrot plus, quoi. Oui. Ouais. C'est-à-dire à un endroit où, la formule déjeuner, elle était à 28. Ouais. On avait une clientèle de quartier hyper fidèle, qui venait plusieurs fois par semaine. Ouais. Donc, je comprends. On essayait d'être en effet généreux. Et le soir, on avait les plats à partager, les carrés de cochon, les choses comme ça. Mais c'était quand même, il y avait des trucs il y avait des éléments dans la finesse, d'autres un peu moins, d'autres qui rappelaient plus les codes du bistrot traditionnel où on vient, on se fait plaisir. Ouais. Et ça, on l'a complètement quitté. Mais je pense que ça. Rapidement aussi, je pense qu'on s'est rendu compte que pour capter une clientèle ici, parce que c'est quand même une rue assez cachée, pour capter la clientèle, il fallait faire énormément de concessions. C'est-à-dire, comment ça? Par exemple, nous, il y avait des produits qu'on avait vachement envie de travailler. Je sais pas, les abats, même des abats de poissons. Il fallait pas être trop clivant. Voilà, c'est ça. Et de temps en temps, on mettait des produits. Ça, je pense, on pense à quelque chose en même temps, non? Même le foie de l'autre. Le foie de l'autre, typiquement. On adore ça, on voulait le mettre, ou. Ça passe pas. Non, ça passait pas. Et en fait, du coup, c'était un peu frustrant parce que nous, on avait envie quand même d'aller un peu plus loin. Ouais. Et en fait, on avait un petit plafond de verre. En fait, les gens soit ne viennent plus, soit ils ont pas envie de manger ça. Et du coup, c'était compliqué. Ça nous limitait un peu. Et ça, c'était assez frustrant. Ouais. Il y avait eu cette frustration on s'identifie trop en tant que bistrot. Du coup, les gens veulent des produits rassurants ou des choses qu'ils connaissent. Ouais. Et nous, on devait capter cette clientèle parce qu'un an d'ouverture, économiquement, il faut avoir du monde. Donc on fait des concessions et au détriment de la créativité. Et ça, je pense qu'on avait tous les deux cette frustration de se dire mince, on peut pas commander ça parce qu'on va jamais le vendre. Et ça, c'était, je pense que c'est ce qui nous a fait aussi du mal entre guillemets. Même pour la créativité, mais même pour les gestes. L'apprentissage. Merci. Même pour l'apprentissage, pour nous, c'est important, quoi, d'essayer de travailler tel produit. D'explorer. Exactement. Et je pense qu'on a tous les deux, ça fait partie de nous deux. Ouais. C'est votre ADN. Exactement. D'avoir envie d'apprendre tous les deux. ça, c'est ce qui nous pousse vers le haut. Et ça, c'est depuis le début. Ouais. De commander quelque chose sans forcément savoir le travailler ou savoir ce qu'on va en faire. On va se jeter encore dedans. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on commande des choses, on les a. On prend les tomatillos, qu'est-ce qu'on va en faire, on sait pas, et au final, on réfléchit à deux. Et c'est ça la meilleure partie de travailler à deux, c'est de se concentrer tous les deux. Et voilà, c'est parti en pré-dessert, les tomatillos, c'est trop bien. Enfin, pour moi, c'est ce qui me stimule le plus. Et de loin, c'est l'apprentissage constant et à deux. Ouais, c'est ça qui crée le partage. Ah, mais vraiment. Justement, sur ces premiers services et dans l'idée à deux, quel souvenir vous avez justement de votre position tous les deux derrière ce comptoir? Alors pour que les gens se représentent, on a une salle qui est plutôt en longueur et au bout de la salle, il y a un comptoir et la cuisine est derrière ce comptoir, elle est ouverte sur la salle et vous êtes tous les deux finalement derrière à œuvrer. C'est quoi vos souvenirs au début? Est-ce qu'on se marche sur les pieds? Est-ce que c'est hyper fluide? Comment ça marche?
Bah déjà, c'était plus fluide que dans le premier restaurant, ça on va pas se le cacher. Ouais. Mais franchement, en vrai, en termes de poste, ça a toujours été plutôt net, je trouve. Enfin, Charles a quand même plutôt été au chaud et moi au froid assez rapidement, même dans le premier restaurant. Après, pour tout ce qui est créa, c'était pas simple. Non, parce que c'était le début du restaurant. Le début du restaurant, encore une fois, le besoin d'être rentable. Hein. Enfin, c'est quand même le nerf de la guerre, surtout une année d'ouverture. Ouais. Et on a mis du temps à faire une cuisine à 4 mains, je dirais. Ouais. En fait, on est en train, je pense, de toucher un peu du doigt. Au bout de 2 ans. Ouais. Mais pourquoi? Alors au début, qu'est-ce qui empêche? On a besoin de quoi pour justement créer une forme de fusion entre guillemets? Je pense qu'au début, on veut tous les deux tellement bien faire que parfois ça peut s'entrechoquer. Tellement bien faire dans sa partie, tu veux dire? Non, même les deux ensemble. Donc on a vraiment envie et tous les deux on est convaincus de ce qu'on veut faire, c'est bien. Donc en fait, c'est dur de trouver l'engrenage. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est que on a tous les deux des idées, on a envie que ça marche et du coup, forcément, il y a un débat, on argumente pourquoi, mais c'est bien aussi. Parce que ça nous pousse aussi à la créativité et à ajuster de manière intéressante. Mais de temps en temps, ça peut s'entrechoquer. Donc dans les assiettes, ça se ressent dans les assiettes. Ça avait tendance à partir un peu dans tous les sens. Et c'était pas. Mais alors attends, ça donnait quoi au final? Parce que je comprends très bien le processus. Chacun est convaincu, chacun veut le mieux objectivement pour le restaurant. Comme chacun est convaincu, parfois il faut qu'il y en ait un qui lâche ou qu'on trouve le compromis ou le terrain. Et du coup, quand on le trouvait pas au début, il se produisait quoi? On avait une entrée qui résonnait pas avec le plat ou dans une même assiette il y avait des contrastes. Ça pouvait arriver. Ça ou parfois au sein d'une même assiette. Au sein d'une même assiette, un élément en fait où personne lâchait. Merde. Et alors vous alliez et vous partiez avec l'assiette avec un peu de Charles, un peu de Philippe et un truc finalement. Oui. Sans symbiose en fait. Oui, je pense. Et ça se sentait parfois. En fait, je sais pas si un client aurait pu dire oula. Oui. C'est pas une cuisine à 4 mains, mais en fait c'est nous dans notre processus à 2. Je pense que nous en tout cas c'est clair. En fait ça devient clair maintenant parce que je sais même pas si on aurait pu le dire à l'époque. Ouais, mais il y avait ce contraste dans l'assiette qui pouvait arriver du fait d'une certaine opposition. Complètement. Comment on fait pour gommer ça avec le temps, j'imagine, puisqu'on c'est ce qu'on se dit aussi depuis le début, ça a pris du temps. Ouais. Mais comment on fait pour passer de non, franchement, on va mettre je sais pas quoi dans ce plat, ça va être super. De la grenade, ça va très bien matcher. Non, pas du tout. Et bam, je balance de la grenade avant que ça passe. Ça. Et on a quelque chose de plus cohérent et de construit communément. Je pense honnêtement le fait d'être passé par Top Chef, qui nous a, je pense tous les deux remis un peu à zéro sur en fait pourquoi on fait de la cuisine. C'est un peu un cliché sur Top Chef qui est vrai, c'est que ça nous met face à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime et voilà. chacun dans son côté. Ouais. Chacun de son côté, chacun a vécu son expérience dans Top Chef même si on l'a vécu à 2. Et ça nous a permis, je pense, d'être vachement plus sûrs de nous indépendamment. Ouais, mais alors on pourrait croire justement que ça va pousser le curseur mais non, je t'avais dit que c'était de la grenade qu'il fallait mettre avec ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, parce que je pense que étant plus sûr de nous, chacun, dans notre cuisine, je pense que ça nous a permis de plus j'ai pas le mot Ah non mais c'est hyper intéressant. T'es en train de dire que plus t'as confiance en toi, plus t'es capable de lâcher et de dire je pense en fait j'ai pas besoin de rentrer dans ce sens. Ça c'est un peu le syndrome de l'autodidacte d'en vouloir mettre trop et de vouloir tartiner parce que on a besoin de montrer. Ouais. Et je pense que là, une fois qu'on est sûr de soi et qu'on a confiance en ce qu'on fait, on n'a pas besoin de tartiner. Et c'était ça, pour moi, le plus important dans notre évolution, c'était on enlève toutes les fioritures. Ouais, la démonstration. À l'essentiel. Ouais. Et ça, on l'a eu en même temps, je pense, au même moment. Ouais. Et c'est ce qui fait que, du coup, on n'est plus dans la démonstration et dans on y est, on ajuste et on y va simplement. Ouais. Plus dans la mise en valeur que et le fait d'avoir changé de menu. Mais là, il y a 2 sujets parce qu'on se parle avec le temps d'essayer de moins démontrer, de réduire, d'aller plus à l'essentiel. Ça, qu'on soit 2 ou seul, finalement, c'est une trajectoire qui est assez commune à tous les cuisiniers. Mais là, ce que vous décrivez, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que chacun, en ayant gagné de la confiance, vous ne rentrez plus dans les assiettes avec la volonté de vous affirmer individuellement. Complètement. Mais je pense que c'est parce qu'on se sent plus le besoin de batailler pour déjà. Et
enfin clairement, enfin je sais pas si je peux prendre des exemples, mais il y a des assiettes dans le menu là actuellement. Mais si c'est hyper intéressant. Hein. Qui sont vraiment, je dirais à 4 mains, c'est-à-dire par exemple c'est les origines de Charles avec une technique de pâtisserie ou une cuisson de Charles sur un produit que j'adore. En fait, tu penses à quoi par exemple là, dans ce qu'il y a dans le menu, histoire de nous donner faim à tous? Bah là il y a vraiment un plat, je dirais, qui sort du lot sur cette symbiose entre Charles et moi. Je pense que c'est le fromage travaillé. Donc c'est entre le fromage et le dessert. Il y a plusieurs éléments dans l'assiette. Il y a notamment une tarte crème brûlée au vin jaune. Et il y a une crème glacée au fromage du Jura avec un sabayon au savagnin. En fait, il y a plein de... Caramel de Maury. De Maury. Enfin, il y a plein d'éléments un peu autour du Jura. Et je pense que c'est comment mettre en valeur les produits d'origine de Charles. Parce que moi, pour le coup, j'ai pas du tout été habituée à manger ça quand j'étais petite, contrairement à toi. Mais je pense que là, il y a eu vraiment un truc... Mais là, il y a une forme de fusion, de synthèse. C'est exactement ça. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Et ce qui est fou, c'est que le client, quand il mange un plat comme ça, souvent c'est le préféré. Enfin, je pense au plat des gnocchis. Les gnocchis, pareil, c'est les deux plats qui sont le plus à 4 mains. Allez-y, j'ai déjà regretté d'avoir posé la question précédente. Je vais regretter la suivante. Parlez-moi de ces gnocchis. C'est quoi ces gnocchis? Les gnocchis. Je regrette parce que ça me donne faim en fait. En fait, on avait très très envie de travailler les coquillages. Je pense qu'il y a un truc d'autodidacte aussi peut-être à la base, de se dire que les coquillages c'est plus accessible pour travailler, alors qu'en fait on se rend compte que évidemment la cuisson est vachement technique sur un produit qui est d'apparence très simple, et en fait on avait envie de travailler plein de coquillages au sein d'un seul plat. Il y en a 7 ou 8. Il y en a 7 ou 8 dans ce plat, alors que c'est vraiment c'est petit, hein. Enfin c'est un menu dégustation, donc c'est pas très copieux en soi. Et en fait, on a fait un plat de gnocchi à la base assez simple, hein. C'est des gnocchis de pommes de terre tout petits. Et on met donc ces 7 coquillages différents, et c'est lié avec une sauce à la lie de saké et au coco de Paimpol. Donc ça ressemble un petit peu à un beurre blanc. C'est profond avec la lie de saké. Ouais. Un petit peu vinaigré, un peu... Ce côté fermenté, un peu salé. Parce que du coup, les cocos de Paimpol sont fermentés. Il y a pas mal de goût, mais enfin, je sais pas, il y a un à la fois c'est rond, mais à la fois ça emporte un peu sur une longueur en bouche de lit de saké. Enfin, c'est... Moi, c'est excellent. Et en fait, vraiment, on a pensé à deux. On a pensé à deux. Chaque élément, enfin, chaque coquillage, la cuisson de chaque coquillage est différente. On a mis du temps à le construire. On a mis du temps. A mis du temps. La sauce, pour que l'équilibre soit bien entre la lie de saké, le goût un peu de fermentation, l'acidité, parce qu'on met un petit peu de vinaigre aussi. Enfin, je pense que ce plat-là, c'est le plat qu'on arrive le plus à maîtriser, je pense, aujourd'hui. Et après, il y a des plats qui sont plus individuels. Hein. Il y a des plats qui sont plus individuels, en effet. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que ces deux plats-là qui sont vraiment construits sur le temps à 4 mains, c'est les deux préférés. Là où les gens sont le plus réceptifs. Ouais. Bon, mais je regrette cette question. Sophie, ça fait très envie. Hein. Mais ce qui est marrant dans ce que vous dites, au-delà de l'appétit que ça ouvre, c'est que finalement, vous êtes en train d'expliquer que votre réussite, là où ça match, et c'est ça qui est dingue, c'est que les gens finalement plébiscitent ces créations-là. Ouais. C'est en fait que vous avez travaillé non pas à deux à vous dire moi j'ai cette idée, moi j'ai celle-là, exactement. Et moi j'ai cette idée, mais en fait vous avez travaillé à vous dire ok, c'est quoi la cuisine commune qu'on pourrait produire. En fait, c'est quoi le tiers, la création un peu c'est pas Charles, c'est pas Philippine, c'est l'assiette de Boréal en fait, une assiette made in Boréal en fait, c'est la troisième voie en fait. Complètement. Ouais, et franchement, c'est un travail quotidien. Hein. Enfin, chaque plat, même si on a l'impression de le maîtriser, je dis qu'on le maîtrise, mais c'est un travail quotidien de chaque jour se dire attends, là il y a un petit équilibre à trouver, alors que c'est un plat qu'on fait depuis l'ouverture, enfin pas l'ouverture, mais depuis 3-4 mois, depuis le lancement du menu dégustation. Il évolue chaque jour. Hein. Enfin, comment vous travaillez justement, parce que là on se dit c'est un peu abstrait, tu vois, on a des plats qui vous synthétisent et qui font la synthèse de vos deux univers, et vous commencez à y arriver, vous les touchez du doigt et en plus ça match en salle. Comment est-ce qu'on est capable de décrire ce processus créatif qui arrive à ces gnocchis dont on ne parlera plus parce que on va pas arriver à la fin de cette histoire, mais comment vous les travaillez, comment l'idée vient et comment elle se façonne à deux? Sur un plat par exemple? Ouais, ne parle plus de plat, hein, mais juste sur le processus créatif. Parce qu'il est vraiment trop tard. Ça part vraiment du produit à la base. Hein. Ouais. Je pense qu'on aime quand même les mêmes choses.
Oui. La même cuisine, je dirais. Ouais. Parce qu'on aime pas ça c'est important. Chose, on aime la même chose. On a des souvenirs qu'on partage aussi. C'est un peu cliché, hein, mais c'est vrai. Non, c'est important de le dire. C'est un ADN commun. Il y a un... Ouais. Ok. Quand tu dis pas les mêmes choses, mais la même cuisine, qu'est-ce que... Je pense qu'on a la même vision de ce qu'on a envie de manger. Et ce qu'on a aimé manger avant aussi. Les souvenirs peut-être familiaux. Enfin, il y a des choses qui se connectent aussi. Donc je pense que ça nous amène tout de suite vers la même forme de réflexion sur la création. C'est-à-dire qu'on part... On vient des régions aussi. On a de la famille dans les régions un peu du sud. Donc on a une connexion qui est assez naturelle là-dessus. Je pense l'éducation aussi. Hein. Enfin, comment nos parents et nos grands-parents ont mangé, nous ont. Il y a une ressemblance. Ouais. Je pense que tous nos parents adoraient manger. Et on a quand même une grande ouverture d'esprit sur les aliments. Enfin, on aime tout. Ah oui, moi clairement. Donc, ça c'est. Moi je comprends pas les gens qui aiment rien. Enfin c'est con hein, mais ça me. Et je pense que là-dessus des gens on est pareil. Ouais. Moi je suis très vraiment, en plus j'ai l'estomac en cuir. Enfin je peux manger n'importe quoi si j'ai pas goûté ça me fait pas peur. J'avais jamais entendu. On a une grande curiosité sur les choses qu'on connaît pas. Ouais. Et de là naissent pas mal de plats dans le sens où on commande vraiment un produit. Qu'est-ce qu'on en fait? Et après, le processus commence avec qu'est-ce que... Mais vous prenez des temps ensemble pour travailler ça ou c'est dans qu'on parle que de ça tout le temps. Vraiment. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient dire, mais du coup, vous déconnectez jamais. Mais en fait, pour nous, c'est aussi notre manière de déconnecter, c'est de prendre le temps justement de parler de ce qu'on pourrait faire, tiens, j'ai vu ça, j'aimerais goûter. Mais encore avant-hier, on a parlé longtemps d'un plat. Je sais plus lequel c'était, mais on l'a quadrillé dans tous les sens. Et oui, non, alors ok, peut-être. Et là, on argumente de manière bien plus intelligente qu'avant. Ouais. Avant, on avait des idées très arrêtées. Et maintenant, on va pousser la réflexion. Ok, qu'est-ce que ça mène dans le plat? Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait pas? Qu'est-ce qu'on peut ajuster? Et c'est beaucoup plus poussé. Là, on recoupe ce que vous disiez on n'a plus besoin non plus de prouver, de batailler. On est plus dans la réflexion pure et dure de est-ce que c'est bien pour le plat? Et ça, je pense que c'est un grand pas qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des tips? Là, on se parle d'un truc qui est intéressant. Je pense aux gens qui nous écoutent parce que ça fait longtemps, moi, que j'ai envie de faire un sujet justement sur les duos parce que c'est pas une évidence. Déjà, c'est pas commun. Et en plus, c'est loin d'être évident. Là, on se parle de l'idée de sortir de moi je pense ça, et finalement ça nuit à la finalité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez rencontrées dans votre parcours à deux? Vous avez dit ça, c'est pas la bonne manière de faire, ça c'est pas le bon truc. Vous avez dit que déjà vous avez chacun un peu vos parties. Philippine, tu disais voilà, il y a un truc déjà un peu chaud-froid, l'univers de la pâtisserie, l'univers de la cuisine. Je pense que segmenter, c'est déjà un truc peut-être pas con. Ah bah pour moi c'est indispensable. Oui. Et on va dire il faut que moi je passe au froid, aux Philippines au chaud. Ça n'a pas de sens. Enfin, notre équilibre, il est là. Et notre force, elle est là aussi. C'est qu'on a Donc il faut les identifier déjà. Mais complètement. Et c'est important. Et c'est pas du tout négatif. Enfin, parce que ça marche très bien comme ça. Et c'est là où, encore une fois, l'engrenage se fait. Et moi, je serais incapable de passer au dessert. Enfin, j'en ai pas envie. Comme moi, au cuisson, je me débrouille, hein, mais je veux dire, c'est pas là où est mon plus gros point fort. Et du coup, je pense que là où on réussit à faire un truc, en tout cas à toucher du doigt quelque chose, c'est que on est chacun à l'aise avec notre place. Et qu'en fait, c'est pas un problème, c'est justement ce qui nous sert. C'est ce qui est bénéfique pour nous et pour le restaurant. Donc, Ça ressemble un peu à la composition d'une œuvre musicale, par exemple, où chacun pourrait y apporter à la fois son instrument et sa manière d'interpréter les choses et sa vision globale de ce que... Ah oui, alors ça, par contre, je pense que c'est hyper important, c'est d'avoir une vision commune. Je pense que si... Et ça, on sait où on veut aller, c'est vraiment... Mais ça prend du temps. Ça prend vraiment longtemps. Après, c'est vachement lié à l'ADN d'un lieu aussi, hein. Je pense que la vision de la cuisine qu'on a pour le Boréal ne serait pas forcément la même que un restaurant dans un autre quartier, on l'adapte. D'une autre taille, on l'adapte. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de critères à avoir en tête au quotidien dans la manière dont on aborde ce qu'on doit faire et qui est défini et ce qu'on peut inventer aussi. Faut faire preuve d'une grande souplesse parce qu'il y a l'autre, il y a le lieu, il y a sa cuisine, ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est une réflexion tous les jours où
Encore une fois, c'est bien d'être à deux parce que parfois on part un petit peu en vrille. Moi, je pars souvent un peu en vrille dans des idées, dans des machins. Et Philippine, elle me ramène un peu sur terre. Ouais. Et inversement, quand on n'a aucun filtre, c'est-à-dire que parfois on a une idée fou tous les deux et en fait on va être. Et là, on se prend du recul, on se dit non, on part trop loin. Ouais. Mais c'est ça qui rend le truc. Oui, l'autre peut recadrer. Oui, voilà. Complètement. Mais alors attends, moi j'ai une question du coup. Quand est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que on va pas vendre aux gens l'idée que tout roule, qu'on a trouvé la clé et que le mode d'emploi est tout fluide. Bah c'est pour ça que je dis que c'est un travail quotidien aussi, et que on a mis des années à trouver un équilibre. Et on est passé par des hauts et des bas. On est passé par des hauts et des bas et ce truc de, je pense, mettre en valeur chacun sa place en cuisine, je pense que même ça nous a mis du temps. Parce qu'on a vachement appris ensemble. Enfin, moi, j'ai tellement appris déjà depuis qu'on se connaît, depuis qu'on travaille ensemble. Tous les deux, ensemble. Tous les deux. Et en fait, je pense que plus on est à l'aise avec ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire, plus ça fonctionne. Où est-ce que ça bloque? Quand on parle des hauts et des bas, les bas, c'est quoi? Quand est-ce qu'on rencontre un bas? Je pense que ça bloque. C'est pas forcément en cuisine, C'est plus la vie du restaurant. Ouais. Sur quand on a la même pression. Quand je parle de l'année d'ouverture où c'est très compliqué. Forcément, ça impacte l'envie de créer parce que quand il y a des bas, on est cuisinier, donc on a envie d'être. Moi, j'arrive pas à cuisiner si t'es préoccupé si je suis préoccupé ou si je suis pas de bonne humeur, on n'a pas envie de cuisiner, et c'est très compliqué. Par contre, en cuisine, ça s'est toujours bien passé. C'est vraiment l'impact de la vie d'entrepreneur et de restaurateur qui peut être un peu néfaste à l'envie de créer. Ça, être à deux, ça peut être une aide. Parfois, j'imagine qu'il y en a l'autre qui dit allez, c'est bon, on verra pour l'histoire de l'emprunt, du prêt ou de la fuite dans les. Clairement, mais à la fois, ça peut être aussi. Ouais, vous pouvez vous plomber tous les deux. Ouais, c'est ça. On peut tomber. Ouais, ça peut être aussi néfaste. On en a eu des matinées où on arrive et. Mais jusqu'à Top Chef. Oui. Enfin, les petits exemples avant Top Chef, ils sont. Oui. Ouais. Il y en a beaucoup, Où on était. Enfin, moi, je pensais reprendre un boulot, quoi. Donc, parce que c'était compliqué au restaurant et parce qu'on pouvait pas tous les deux. En fait, on l'a envisagé. Et le destin fait bien les choses, donc. Oui, parce que le jour même. Le jour où on a eu les résultats du casting Top Chef, le matin même passait le dernier entretien pour un boulot. Pour un boulot dans la gestion hôtelière, quoi. Enfin, rien à voir. Ah ouais. Donc vous avez failli fermer. Et en fait, pas fermé. Ça pas fermé. On aurait pris les rênes. D'accord. Ouais. Mais on a failli se séparer dans le travail. Parce qu'on pouvait plus subvenir aussi aux besoins qu'on avait à côté. Donc on a des projets. Là, on était concrètement un foyer de 2 personnes qui génèrent pas d'argent. Ouais. Donc ça devenait compliqué. Ça devenait compliqué. Mais et c'est pour ça aussi que je pense que ça nous a rendu tellement plus forts. Mais comment on fait pour survivre dans ces moments-là? Parce que pardon, mais je vous imagine arriver le matin avec la charge de travail que représente un restaurant quand on est propriétaire. Donc il s'agit de faire la cuisine et tout le reste. La compta, le truc, le machin. En l'occurrence, ce matin-là, enfin je sais plus si c'était celui-là ou celui où on a reçu le message du casting, mais on arrivait vraiment au bout d'une année compliquée. On voyait pas trop le bout. Mais comment vous faites pour cloisonner? Comment vous faites pour pas vous dire on peut plus se supporter, parce que j'ai l'impression que vous êtes arrivés à rester unis et très solidaires tout de même. C'est compliqué dans l'équation du couple aussi. Alors pour le coup, on s'est jamais remis en question en tant que couple. Justement, et c'est là où ça a été ultra important d'être à deux et d'être en couple aussi avec le restaurant, c'est que on s'est supporté. Ça, pour moi, c'est même pas une question. Enfin, j'y ai même pas pensé. C'était pas un sujet. En fait, c'est juste la galère qui était un peu lourde à porter, mais heureusement qu'on était là l'un pour l'autre. Mais moi, je me souviens qu'il y a un matin où vraiment on avait eu une discussion sur l'avenir du Boréal. Et en fait, clairement, on voyait pas d'issue. Je me souviens, c'est une alors peut-être parce qu'on était aussi vraiment. Le nez dedans. Le nez dedans. Vraiment. Mais je me souviens qu'on était chez nous. C'était juste avant de partir du coup cuisiner. Et en fait, on a eu cette discussion où clairement, on se disait en fait, on va devoir fermer. Enfin, c'était quand même l'issue de cette discussion. Et moi, je me souviens, j'ai fermé les stores, il était midi. Et j'ai pleuré pendant 2 heures. Je me suis endormie, j'ai dormi 4 heures. Dans le noir, en pleine journée. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu le message du casting Top Chef. On s'est dit, il y a quelque chose. Et j'y croyais pas en plus. On pensait que c'était faux. Parce qu'en fait, Mais du coup, on peut dire que pour le coup, ça nous a quand même remis à zéro sur plein de trucs. Ça, c'est la chance qu'on a eue de vivre cette expérience, c'est que ça a quand même sauvé le restaurant.
Enfin, ça, il faut qu'on soit clair. Et nous, en tant que cuisinier, nous, ça nous a fait passer 5 ans, je pense. 5 ans de technique et de réflexion, de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on propose ces plats-là. Ouais. Vraiment, il faut s'en parler, ça, parce que les gens qui seraient passés à côté, donc vous rentrez quand même, ce qui est quand même hallucinant dans votre histoire, parce qu'il y a quand même plusieurs choses hallucinantes. Déjà, chef, moi j'ai jamais parlé à deux chefs qui ont leur restaurant, et bon, ok, qui sont en couple, bon, ok. Vous faites Top Chef, donc en fait, vous le faites ensemble, mais vous êtes concurrents tous les deux, oui. Bon, ok. Ça fait beaucoup les gars, quoi. Ça fait beaucoup. Et vous rentrez tous les deux dans Top Chef, parce que, alors après, connaissant l'univers, c'est du pain béni pour la prod. Oui, ok, ils sont en couple, ils ont leur restaurant. Voilà, c'est. Et on le savait pertinemment. On n'est pas naïf non plus. Bien sûr, bien sûr. On le savait. Le profil idéal. Avec beaucoup de naïveté. Oui, on y était. Oui. Oui, mais en sachant que c'était un profil, quoi. Bien sûr. Et clairement, on était au courant aussi. Hein, ça faisait un moment qu'ils cherchaient un couple. Oui. Donc on c'est savait. C'est plutôt rare. Mais en fait, dans ces moments-là, on était tellement contents de le faire un truc nouveau à deux. Je pense que oui, vous l'envisagez alors que vous êtes l'un contre l'autre, hein, en fait. Oui. Pour tout le monde. Ouais. Vous l'envisagez comme un truc à vivre ensemble. Mais vraiment. Ah bah, 100%. On a tellement de chance de le faire à deux. On a tellement de chance. C'est vrai, c'est dingue. De le faire alors que le restaurant c'est compliqué, de sortir un peu du restaurant. Puis comme je disais, ça arrivait vraiment à un moment donné où on était un peu fin de course. C'est la fin d'un chapitre. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ouais. Et on voyait un peu tout noir. Et en fait, c'est arrivé à un moment donné où je pense que ça nous a... Ah ouais, sorti la tête de l'eau. Ouais, ça nous a donné un souffle d'air frais. Et tous les deux, en fait, on vit tellement la même chose au même moment que... C'est drôle. Mais peut-être que là, on vient de toucher à la réalité de cette histoire. En fait. C'est que vous raisonnez de la même manière au même moment. Je pense. C'est trop beau. Petite larme. Parfois, au revoir. Ouais. On a de moins en moins besoin de parler pour... Non mais vraiment, hein, c'est... Alors juste, je rentre, je suis jamais intrusif, mais là je vais poser cette question quand même. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 4 ans, 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi. Ouais. Ok. Ouais. Ok, chacun fait ce qu'il veut de cette info, mais elle est posée. Non, mais c'est vrai. Et puis, ce qu'on oublie aussi, c'est que on passe littéralement 22 heures sur 24 ensemble. Ouais. Les 2 heures, on dort. Non, mais vraiment. Et c'est les 3 ans et demi, c'est 10 ans. Enfin, on vit ensemble, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, on fait tout ensemble. Et non, c'est fou. C'est fou parce que ça nous pousse tellement vers le haut. Moi, honnêtement, si on m'avait dit ça il y a quelques années, je sais pas si... Ah ouais. Enfin, sur le papier, quand on te dit tu vas être avec ton mec ou ta compagne H24. Dans comment je réfléchissais avant, c'est jamais de la vie. Inenvisageable. Ouais. Jamais je travaillerais avec mon compagnon. Oui, mais parce que voilà, c'est une réflexion globale avec l'idée d'un compagnon ou d'une compagne. Et en fait, après, il y a les personnes telles qu'elles sont. Et, complètement. Parce que c'était lui, parce que c'était elle. Et voilà. Et je pense qu'on est tellement opposés que ça fonctionne. Hein. C'est vrai qu'on est opposés sur le papier. Ah bah c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais. Ah oui, vous trouvez qu'il y a une opposition? Ah oui. Et ça vous aide dans votre quotidien? Je pense que c'est Charles et moi, c'est le jour et la nuit, en vrai. Ah ouais. Ouais, vraiment. Même si encore une fois, on partage cette vision. On a un socle commun en cuisine, mais par contre, on est extrêmement différents en termes de caractère, en termes de personnalité. Alors attendez, ça s'exprime comment derrière le pass? Enfin, pardon, mais là du coup, vous m'ouvrez une porte, c'est du pain béni, quoi. Qui est Charles, qui est Philippine derrière? Où est-ce que ça match? Quelles sont les différences? Je pense qu'il y a un truc où moi je pense que je suis quand même très calme. Je pense que c'est un mot vraiment qui peut me définir pas mal dans la vie et en cuisine. Ce qui est plutôt utile en cuisine. Ouais. Pas mal. Je suis assez calme, je suis posée, enfin je sais pas comment dire, de temps, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais Charles c'est vraiment l'inverse, Charles c'est la virevolte quoi. Ouais. Et je pense que hyperactif. Moi j'ai peut-être besoin qu'on me sorte un peu de ma coquille et Charles a besoin qu'on le remette un peu dans sa coquille et du coup c'est ça qui fait que... C'est tout bête mais plus et moins ça s'ajuste. Ouais, vous vous équilibrez. Ouais. Je pense que si on était tous les deux calmes comme moi ce serait chiant à mourir. Oui. Et si on était tous les deux fifous comme Charles, ce serait n'importe quoi, ce serait insupportable aussi. Il est fifou. Quand vous dites que ça vous a apporté, que ça vous a fait grandir, Top Chef, en quoi individuellement ça vous a fait avancer? Vous parlez de cette densité, c'est intéressant de l'expliquer individuellement. Et en quoi, paradoxalement, alors que vous êtes concurrents, ça vous a rapproché, ça vous a peut-être aidé aussi à nourrir quelque chose de commun? Moi, je pense Top Chef, que ça m'a le plus fait gagner,
enfin Top Chef et ce qui se passe depuis Top Chef aussi, hein, parce que c'est pas que le tournage, quoi. Ouais. Mais moi, je pense que j'ai vachement pris confiance en moi sur plein de choses. C'est pas que la cuisine, c'est la gestion du restaurant, la manière dont on communique avec les équipes. Mais attends, en quoi Top Chef t'aide là-dedans? Parce que t'es, comme tu le disais, comme vous le disiez tous les deux, vous êtes sortis de votre restaurant, vous êtes dans une bulle, il y a des tournages, ça s'enchaîne, il y a une vraie intensité de tournage en plus sur Top Chef. Ouais. En quoi ça t'aide? Je pense que déjà, c'est de se retrouver en huis clos avec 15 candidats qui sont tous passionnés et différents, en effet. Mais je veux dire, c'est des gens avec qui on parle que de ça pendant des heures et des heures et des heures. C'est un peu comme la relation qu'on a finalement avec Charles, mais là, c'est avec 15 autres personnes. Donc c'est un séminaire, en fait. Ouais, vraiment. Non, mais c'est vrai, intensif. C'est une école en accéléré. Et on apprend beaucoup plus dans cette sphère avec les candidats que sur le plateau en tournage. Oui. En fait, la vraie réflexion qu'on a toute la journée à parler de cuisine, de technique, de choses qu'on n'a pas... Nous, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais essayé et qu'on n'aurait jamais osé essayer. Parce que les copains, parce que l'échange, ils le font depuis 15 ans, ils adorent cette technique. L'échange est tellement impressionnant et tellement important. Et en fait, c'est pas seulement tiens, on va parler, qu'est-ce qu'on peut faire avec tel ingrédient ou comment je vais répondre à tel thème. En fait, c'est par exemple, si tu fais ça dans ton resto, fais-le plutôt comme ça parce que si t'as 50 couverts, ce sera plus facile à l'envoyer de cette manière. C'est pas juste une question de faire une belle cuisson, c'est une question de améliorer le travail dans une cuisine parce que c'est des gens, en l'occurrence, il y avait des candidats qui travaillent dans des restaurants gastronomiques depuis qu'ils ont 15 ans. Donc, ils ont une manière aussi de penser le travail qui est différente et que nous, on n'avait pas parce que on n'a pas fait cet apprentissage-là. Et du coup, c'est vrai que de se remettre un peu les compteurs à zéro là-dessus. Et en fait, là, maintenant, on était tous les deux, je pense, des éponges à apprendre et à comprendre des choses on n'avait pas les clés, en fait, avant, pour les comprendre. Et du coup, c'est vrai que... Échange d'expérience. Ouais, échange d'expérience. Et même, je repense à des discussions qu'on a eues avec certains candidats où c'est vraiment, en fait, si tu fais je parle d'un truc hyper précis, mais si tu fais cette cuisson, ça va être très beau, mais tu vas perdre ça, tandis que si tu fais cette cuisson qui est très belle aussi, tu vas plutôt gagner ça. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on a vachement appris, je pense, c'est comment concilier des choses nouvelles qu'on a envie de faire et des choses qu'on peut faire, parce qu'en effet, on n'a pas du coup 15 ans d'apprentissage et on n'a pas 15 ans de métier dans les gastro. Mais on a envie d'aller plus loin, donc c'est tout un équilibre à trouver. Et du coup, forcément, ça a un impact sur la gestion. Et je sais pas, moi aussi, en étant plus sûr de moi en cuisine, du coup, je suis plus sûr de moi pour parler aux équipes. Enfin, je pense que tout vient de là. Ouais. Et vous êtes rentrés de fait dans cette histoire solidaire. Chacun finalement a pris des trucs dans sa besace hyper intéressante. Et vous êtes sortis en disant, oh putain, on a plus de cartouches à mettre en commun. Et ça nous a donné à tous les deux une envie d'aller plus loin. Ouais. Et une envie de... Et au même moment, c'est ça qui est génial, que c'est pas différé. Donc en fait, si c'était différé, c'est compliqué à mettre en action. Là, c'est compliqué quand on n'a pas la même vitesse. Exactement. Dans le couple, c'est compliqué. Ouais. Et en l'occurrence, on a vraiment cette même envie au même moment. Et ça, pour moi, c'est vecteur de force et de créativité au parce restaurant. qu'on n'est pas sorti de Top Chef en disant, en fait, on va ouvrir une pizzeria, quoi. Enfin, c'est tous les deux dit, on a envie de pousser plus loin. Et à chaque fois, on a envie d'aller au même moment, au même objectif. Sans forcément en parler en plus, hein. On sait que... Mais vous grandissez et vous construisez finalement de manière parallèle et avec une forme de synchronisation complètement depuis le début, quoi. Et une synchronisation qui est vraiment pas forcée. Ouais. C'est-à-dire qu'on se freine pas forcément et on y va, au même moment. Mais parce que vous faites une route commune, en fait. Mais vraiment, et c'est assez flagrant à voir parce que le restaurant veut l'amener au même endroit avec le même objectif en ayant les mêmes techniques à peu près, les mêmes connaissances et petit à petit, quoi. Et on voit le chemin déjà depuis quasiment 2 ans au restaurant. C'est fou. Non, mais surtout, ça a l'air parfait comme ça, mais c'est pas... Non, c'est surtout une construction progressive. Tu dis que ça a l'air parfait. Non, on sent surtout que c'est un truc qui se façonne au quotidien. Et on n'est jamais satisfait, franchement. Non. Mais heureusement, parce que du coup, c'est ça qui nous fait avancer. Parfois, il y a des soirs où on regarde le menu, on est waouh. Ah ouais, non, c'est cool. Et parfois, on est... Et parfois, on voit les assiettes sortir et on se dit putain. Et c'est la même chose tous les deux. Hein. Ouais. On n'a même pas besoin de se parler. Et au milieu du Je reprends l'exemple de la tarte crème brûlée, le fromage travaillé. Il y a une semaine, on s'est dit bon, vas-y, c'est bon, ça fait 3 mois, on a envie de faire autre chose, on la change. Oui. Donc on garde la même trame, mais avec des goûts différents et bref. Et vraiment,
Première assiette posée. On s'est regardé. On s'est dit, je pense que ça va pas marcher. Et c'est fou parce que ce soir-là, il n'y a pas une seule table qui nous a pas fait en commentaire. Il y a une assiette que j'ai moins aimée, c'était celle-là. Ah ouais. Et en fait, on s'est dit, mais... Vous l'aviez senti. Ouais, mais instantanément. Mais c'est marrant parce que de fait, ça veut dire que plus vous allez avancer, plus vous allez avoir le sentiment et le devoir de vous écouter. Oui. Ouais. Vous-même et finalement ensemble, parce que c'est ça que vous avez construit. Vous avez construit une seule et même personne. Mais vraiment. Et au même moment, on sait si ça nous plaît ou pas, sans en parler. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que ça se ressent quand c'est pensé de manière intelligente tous les deux. Ouais. Les gens le sentent instantanément. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu la cuisine, en vrai, c'est cliché, hein, mais... Il y a une synchronisation beaucoup plus maintenant avec les clients. Enfin, je sais pas si... Ce qui est dingue, c'est qu'on est en train de se dire que l'alchimie se sent dans l'assiette. C'est que quand vous l'avez trouvé entre vous, ça se ressent. Et ça paraît farfelu, mais c'est vraiment le cas, quoi. Ouais. Les gens sont réceptifs ou pas en fonction de nous. S'il y a l'alchimie dans l'assiette et si la réflexion, on l'a vraiment pensé à deux, c'est fou, hein. Mais je pense que Mais c'est-à-dire qu'on le sent quand il y a une seule personne en cuisine déjà, que le mec est en phase ou le chef ou pas. Ouais. Et donc vous avez rajouté une strate, vous êtes deux, donc vous rajoutez une difficulté dans le sens où si ça matche pas à ce moment-là, bah ça peut partir vraiment trop loin et bien à côté. Et à l'inverse, si ça fonctionne, boum, strike. Mais vraiment. Et ça, c'est un plaisir en vrai. En fait, même de savoir que quand ça fonctionne pas, on le sait, on a l'intuition et en fait les gens, ça marche pas. Vous avez votre baromètre à vous commun, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est quand même un plaisir de savoir que même quand ça fonctionne pas, on a peut-être un peu la bonne intuition que ça marche pas. Ouais. Au moins vous le savez, vous savez qu'au moins vous êtes sur la même fréquence. Top Chef, ça a été compliqué du coup de jouer la concurrence parce qu'on sent que vous l'avez jamais été en concurrence. Non, c'était pas possible en fait en vous écoutant. On l'a jamais été. Alors, après, ça peut être rigolo. On l'a été. Moi, j'ai pas senti ça dans Top Chef. Non, pas dans Top Chef. Je parle, nous, on l'est parce qu'on se pousse vers le haut. Et en fait, c'est l'envie de bien faire. Et je parle de compétition, non. C'est, en fait, c'est l'envie de bien faire. En fait, c'est... Mais ça se traduit comment? Ouais, ça sent la taquinerie, là. Je vois la tête, les gens voient pas la tête. Non, mais parce que le seul truc qui était vrai dans cette compétition, enfin, c'est qu'en fait, les gens, quand ils viennent, à l'époque, quand ils venaient au Pass, ça, j'ai vraiment adoré. Et c'est à l'époque où l'engrenage se faisait pas forcément dans toutes les assiettes. Ouais. Donc, quand il y avait peut-être 70% plus de Philippines dans l'assiette et que les gens venaient au Pass, ça, j'ai vraiment aimé. Et on se regardait en mode, j'ai bien fait de mettre mes grenades. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais par contre, moi, honnêtement, j'ai jamais eu ce truc de compétition dans le concours. Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer. On rentrait pas le soir à l'hôtel du tournage en disant putain, c'est moi qui ai gagné. Je suis trop contente, je t'ai battu. Enfin, à aucun moment c'est arrivé. Je veux dire, pas du tout. Nous, on était juste tellement contents d'être là. C'était un peu Disneyland. Nous, on était là. On était des gamins dans un truc et. Mais je pense que même les autres candidats cette année, enfin, il n'y avait pas du tout d'esprit de compétition. Et parfois même c'était compliqué parce qu'en interview post-épreuve, parfois on disait putain, je suis trop triste qu'il ait perdu ou qu'il machin. Et mais arrête de dire ça parce que en fait tu dois gagner. Donc, mais c'est vrai que parfois c'était un peu troublant de. En fait, on a envie que tout le monde aille plus loin et. On avait tellement de chance d'être là tous les deux déjà. Que... J'ai jamais eu de mais moi j'ai pas regardé beaucoup parce que Top Chef j'arrive plus à regarder, c'est trop long et puis voilà. En tout cas, j'ai regardé je sais plus la première ou la deuxième diffusion et je vous ai vu vous aider. Je me souviens, on est sur un rooftop et c'est toi qui viens aider Charles, je crois, de mémoire, où il y a un truc. J'ai jamais vu ça en fait. Enfin, au cours d'une épreuve quoi. Après, honnêtement, jamais j'aurais pensé que ça puisse devenir un truc qui serait critiqué sur les réseaux. Ou... Ça a été critiqué que tu viennes aider. Ouais. Ah oui. Parce que moi j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, on n'a jamais vu ça. Non mais surtout que ça tous les ans. Se déplugue de son épreuve pour aller aider l'autre. Ah bah c'était le. Et elle se nourrit de quoi la critique? Qu'est-ce que disaient les gens? Comment tu peux critiquer? Les gens disaient que Charles profitait de moi, que qu'il y avait un déséquilibre. Qu'il y avait un déséquilibre, que je suis une victime, que. Parce que tu l'avais aidé. Ouais. Enfin, en fait, les commentaires. Alors que franchement, nous, quand on le vit, c'est vraiment tellement naturel, quoi. Ouais, c'est naturel. Enfin, il y a pas de. Et ça se passerait dans les deux sens. Mais surtout que Charles l'a fait que j'ai pas besoin de l'aider, elle est beaucoup plus forte que moi. Non, n'importe quoi. Non, mais Charles, il l'a fait genre 15 fois pendant le concours, mais ça a juste pas été montré. Oui. Le filet de truite. Oui. Un filet entier déjà levé. Défait, il m'a levé un poisson entier, il me l'a donné. Non, mais tu vois. On était dans la même équipe. Mais Bon, après, on s'en fiche, mais. Et les gens, d'accord, ok, on réagit. Oui. C'est étonnant parce que moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, c'est génial quand même. Mais
Si on tire cette ficelle, et c'est intéressant parce que ça raconte quand même la manière dont les gens voient les choses, le duo, il y a aussi quelque chose qui se joue entre hommes et femmes là-dedans. Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte de ce que vous découvrez du regard des autres à ce moment-là? Parce que moi je suis content de faire cet épisode parce que souvent les chefs sont des hommes, dans la plupart des cas. Les chefs dans ces interviews sur ce podcast parlent très rarement de leurs femmes. Et même si elles ne sont pas dans ce métier, moi j'estime que comme elles font tout le boulot de la vie perso, ce serait pas complètement con de les mentionner de temps en temps et de dire que on n'est pas chef sans quelqu'un qui nous soutient quand c'est le cas. Souvent les femmes sont en salle aussi. Enfin, il y a plein de choses qui, par le genre, quand même guident un biais un peu dysfonctionnel dans ce milieu-là. Donc qu'est-ce que ça raconte à ce moment-là de ce que voient les gens? Tu le dis, toi tu viens aider Charles, donc du coup les gens ils disent elle est à son service, il en profite, ou il l'écrase. En tout cas, il y a un truc qui est hyper important. Enfin moi parce que du coup on m'a déjà posé cette question et j'y ai beaucoup réfléchi, même depuis tous les avis qu'il y a eu, évidemment on réfléchit, enfin ça nous reste dans la tête, ça fait cogiter, ça impacte. Et on se pose des questions et alors en l'occurrence nous ça nous a pas ébranlé et on trouve qu'on a un fonctionnement qui est correct. Et en fait le truc c'est que moi ce qui est important pour moi de dire c'est que c'est la première fois dans ma vie que je travaille au sein d'une équipe, en l'occurrence l'équipe en duo Charles et moi, où je sens qu'il y a du respect, ce que je ne trouvais pas avant. Je ne sens pas de misogynie, alors que c'est un métier dans lequel la misogynie est quand même assez présente, on peut le dire. Vraiment, c'est la première fois de ma vie où je me sens à l'aise en tant que femme à travailler. Ok, dans une zone confortable. Une zone confortable, pas parce que c'est mon mec, mais parce que c'est un homme en cuisine. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a un tel décalage entre ce à quoi on s'attendait pas, c'est-à-dire les avis, non seulement sur les réseaux, mais aussi dans les journaux, du coup. Mais parce qu'il y a des articles quand même qui sont sortis, notamment dans un journal national. Qui finit par Sion. Voilà, qui finit par Sion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si, en effet, il y a toujours des hauts et des bas dans une cuisine et entre nous dans cette cuisine, jamais je me suis dit cette personne me manque de respect parce que je suis une femme. C'est vraiment important, quoi. C'est pour ça que nous, on était tellement choqués. C'est parce que moi, j'en ai vécu des choses. Je pense que Charles, t'as été témoin de choses. Moi, j'ai vécu des choses aussi dans mes premiers stages dans des palaces à Paris où j'avais 16 ans, où moi, je pleurais dans l'économat. J'allais me cacher pour pleurer, quoi. Donc, j'en ai chair de poule. Mais et encore une fois, il a jamais été question d'avoir... Ici, il n'y a pas de chef. Enfin, il y en a deux. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais en fait, on nous appelle pas chef. Nous, on se présente pas en tant que chef. Qu'est-ce que vous dites d'ailleurs quand vous lancez un truc? Vous dites chef l'un et l'autre ou pas du tout? On s'appelle tous par nos prénoms. On s'appelle tous par nos prénoms. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de oui chef. Il y a un oui parce qu'il faut entendre. On aime bien quand on sait que le message a été reçu. Ouais. Mais il a jamais été question de chef. On fait tout à deux. Ce restaurant, on l'a pensé à deux. Mais c'est troublant, pardon de dire ça, mais tu parles d'avoir été choqué. En l'occurrence, l'article de Libération pointe le déséquilibre, surligne le déséquilibre qui est apparu au montage, qui n'est pas la réalité que vous décrivez. Et en plus, quand il publie cet article, vive le journalisme, il ne vous convoque même pas, il ne te demande même pas ton avis. C'est pour ça que c'était très blessant. Parce qu'en fait, on se base sur une télé-réalité, encore une fois. Donc, en fait, là, on a passé ce chapitre qui était douloureux. Oui, parce que en fait, il y a toujours une carapace à se créer et prendre du recul. Et le recul, on l'a pris. Et après coup, on se dit c'est assez, c'est ridicule. Nous, on sait ce qu'on vaut. Ouais, vous savez ce que vous valez. Et du coup, le regard des autres, c'est un peu bizarre. Et puis en plus, ça touche à quelque chose de personnel. Accessoirement, c'est un jugement de. Oui. En fait, moi, ce qui m'a vachement énervé après réflexion, c'est encore une fois. Enfin, moi, je suis une femme. J'ai commencé pas si jeune, en vrai, pour le milieu. J'ai commencé à 24 ans, donc Mais même à 24 ans, j'étais pas armée pour les déséquilibres qu'il y a dans la restauration. C'est ça qui est intéressant, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Au-delà du fait que ça vous ayez été bousculé et machin, parce que ça, c'est très chiant, mais c'est bon. C'est ce que ça dit, en fait, des déséquilibres qui existent toujours entre hommes et femmes, bien sûr, entre chefs et dans la hiérarchie, quoi. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est évidemment des choses dont il faut parler, mais en fait, évidemment qu'il faut en parler, et évidemment qu'il y a des choses qui se passent en cuisine qui sont complètement
qui dépasse très très largement les bornes. Mais en tout cas, moi je me sens pas concernée par ce problème ici. Évidemment, je me sens concernée par ce problème parce qu'il existe et parce que je suis une femme et je pense que d'ailleurs, c'est Charles évidemment est concerné aussi et c'est un problème auquel tu réfléchis en tant qu'homme en cuisine. Clairement. Je demandais à l'équipe, mais il n'y a pas de... nous, on fait très attention. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce truc, c'est que justement, vous pourriez être une représentation, un étendard de comment ça pourrait bien fonctionner, justement, entre hommes et femmes et tout ça. C'est quoi pour vous les trucs qui sont importants, les quelques valeurs, les points qui sont importants pour que justement, il n'y ait pas de comportement dysfonctionnel? Ça tient à quoi, vous pensez? Moi, je pense que déjà, il y a une chose importante, c'est que souvent, les déséquilibres, ils partent de choses un peu invisibles. C'est-à-dire, je sais pas, un mec qui va pas se rendre compte qu'il va s'adresser plutôt à l'homme en premier qu'à la femme, mais sans s'en rendre compte. Et en fait, je pense que ça, déjà, il y a un truc que je vois, moi, c'est que, en l'occurrence, en salle, on a 2 managers qui se partagent le poste sur différents points. Charles ne s'adresse pas en premier à Damien parce que c'est un mec. Ça ne vient pas du tout à l'esprit. En fait, ça ne lui vient pas à l'esprit. En fait, moi, c'est quelque chose que je remarque, c'est ma propre lecture. Je pense que Charles, tu n'y as même pas réfléchi. Non. Mais je veux dire, en fait, quand il y a un point à aborder sur tel sujet, Charles va s'adresser à la personne concernée par le sujet. Parce que ça, moi, c'est ce que je vois le plus à la longue. C'est au-delà de parfois des choses qui vraiment dépassent les bornes, genre du harcèlement physique et moral. Il y a quand même un truc pour moi lié à la misogynie ou à l'irrespect de la femme en cuisine. Très ordinaire, c'est en effet je me rends pas compte, mais en fait, la femme, je m'y adresse pas. Ça passe même, je pense, au recrutement. Complètement. Nous, quand on reçoit un CV, il n'y a pas du tout c'est un homme, c'est une femme. Mais vraiment, non. C'est à des années en fait, c'est pas un sujet. Vous, la manière de traiter le sujet, c'est de pas en faire un sujet. Ah non, mais vraiment. Et pour moi, ça me paraît juste délirant de se dire, c'est un mec, une femme, je prends le mec. Pourquoi? Oui, parce que j'allais dire, c'est même pas une réflexion et on a mis des choses en place pour éviter les problèmes. C'est pas un sujet. Et vraiment, c'est à niveau égal, on prend le plus compétent, tout simplement. De toute façon, on fait des entretiens avec qui ça se passe le mieux, et puis voilà, il y a même pas de. Donc pas de différenciation, ça c'est un premier truc. Je me suis adressé à l'un comme à l'autre de la même manière depuis le début là, parce que j'ai un petit doute par rapport à c'est bon, je vous ai pas. Je me suis dit mais merde, ça se trouve. Et donc pas de différenciation, ça c'est un truc important. On n'en fait pas un sujet et on parle à tout le monde et c'est les compétences qui priment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez important à mettre en place pour les gens qui peuvent nous écouter justement et qui voient des dysfonctions comme ça dans le quotidien d'un restaurant? Quand on a dit qu'on n'en fait pas un sujet, déjà c'est un gros truc, en fait. Moi, je pense une fois, il y a quelque chose qu'on m'a dit une fois en cuisine, quand j'étais encore en pâtisserie, c'était en fait, on peut pas te garder parce que physiquement t'es pas assez forte. Et en fait, j'y pense maintenant, pas tous les jours, mais j'y pense vraiment de physique, hyper souvent. On parle de physique. Ok. Parce que je fais pas de mètres, j'ai plutôt un petit gabarit, mais franchement, il y a plein de fois aujourd'hui où je pense à cette phrase, où parfois je porte un truc, je porte des robots qui pèsent des tonnes, mais je te jure, j'y pense presque quotidiennement à cette phrase qu'on m'a dit. Mais qui à une époque a pu trouver sa justification dans le sens où les entre guillemets, et c'était complètement con parce que des femmes pouvaient aussi faire preuve de force physique. Mais néanmoins, à une époque, on pouvait peut-être un petit peu plus comprendre les choses parce que les cuisines n'étaient pas équipées de la même manière et effectivement la pénibilité était plus importante. Et encore, cet argument, voilà, il y avait ça. Mais là, c'est plus le cas aujourd'hui. Évidemment, je suis pas aveugle de me dire oui, parfois les mecs ont plus de force physique. Enfin, je sais pas. Ça me fait penser à OSS. On verra quand il s'agira de porter quelque chose de lourd. Mais toi, en l'occurrence, cette réflexion, pourquoi elle était parce qu'en fait, on est parti du principe que parce que je suis une femme, en fait, je ne peux pas faire les mêmes choses qu'un homme. Et en fait, aujourd'hui, quand je porte des bacs qui pèsent une tonne, ou je porte des robots, je sais pas, je fais une action où j'utilise mon physique pour porter des choses, je me dis putain, on m'a quand même dit cette phrase. En fait, je pense que j'y pense à chaque fois que je porte un truc lourd. Alors que c'est rien, c'est juste une petite phrase qu'on m'a dit. Mais c'est une petite phrase qui synthétise une barrière en fait. C'est comme si on t'avait dit à un moment tu vas rencontrer une impasse et de toute façon tu ne pourras pas faire ce métier. Exactement. C'est ça qu'on t'a dit à ce moment-là. C'est tellement primaire comme pensée parce que. Alors que quand je suis arrivé, Philippine était en train de jongler avec 3 Thermomix. Mais non, mais il y a des bacs qui sont très hauts.
que moi je peux attraper sans prendre le petit marchepied pour un homme aussi, hein. Oui. Un homme qui est moins grand que moi, il pourra pas l'attraper. Ouais. Ben moi je vais l'aider, je vais le prendre, je vais lui donner. Enfin, Oui. Ben, pour moi c'est. Ouais, et ça va pas empêcher au métier, le métier lourd, de on va le porter à deux. Et je fais quand même une dédicace à notre manager de salle qui est une femme et qui tous les jours, matin et soir, sort sur la terrasse. Ouais. Il y a quand même une vingtaine de chaises avec des pieds en fonte enfin bref. Ouais. Enfin c'est évidemment physique. que les femmes physique, quoi, complètement. ouais, et en fait on s'est pas dit au recrutement non, on va pas prendre cette personne parce qu'elle pourra pas sortir de la terrasse en fait. Si elle a envie et que tout le monde est au courant, voilà, et qu'elle se sent capable aussi, pareil pour un homme, s'il se sent capable de le faire tous les matins et que c'est pas trop pénible. Et nous on arrange après, ils sont deux, ils s'aident, on l'aide, enfin c'est mais en fait c'est encore une fois c'est une question de même d'entraide tout simplement. En fait c'est un esprit d'équipe, hein, comme c'est dans toutes les entreprises, il faut un esprit d'équipe. Bon sens. Pour moi, sans ça ne fonctionne pas. Et ça, malheureusement, je pense pas que ça s'apprend. C'est des choses qui sont naturelles et qu'on peut aussi, on peut l'inculquer dans une équipe, l'amplifier. Mais si à la base, t'as pas cet état d'esprit, ça ne marchera pas. Et la restauration, c'est un milieu où l'état d'esprit il est primordial. Et où il peut y avoir justement parfois un manque de beaucoup d'individualisme ou une envie de compétition et c'est ça. Et alors ça, je pense que c'était alors dans des structures qui sont assez propres à elles-mêmes, dans les structures où c'est très hiérarchique, où il faut faire ses preuves pour monter en grade. Malheureusement, c'est là où ça devient individualiste. Nous, au sein d'un restaurant comme le nôtre, ça n'a pas lieu d'être. Non, ça n'a pas lieu d'être, et ça n'a pas lieu d'être dans les grosses structures aussi, hein, bien sûr. Hein. Mais je pense que c'est beaucoup plus, c'est difficile à faire bouger dans le sens où nous on peut faire un sprint, le bagage il est léger, hein, dans des structures qui ont 40, 50 ans, on fait un sprint avec un sac de pierre, donc parce que c'est compliqué. Mais il faut, je sais pas comment l'expliquer, c'est dur. Voilà. Ce truc, de toute façon, tu penses quand tu commences à dire quelque chose, tu sais jamais si tu vas faire une peau de banane sans le vouloir, hein. Mais tu sais, j'ai toujours peur. Alors que bien évidemment, moi c'est tellement loin. Et nous, c'est tellement loin dans notre entreprise que ça fait pas partie de la culture de votre restaurant de toute façon. Tout. Et ça n'a pas. Et tu penses que c'est aussi dû à la structure, au fait que peut-être que vous êtes une équipe réduite et tout ça. Je pense que c'est plus facile à mettre en œuvre. Et c'est plus facile à contrôler. Ou à créer une équipe soudée. Quand tu parles de contrôle, comment vous gérez justement? On se parlait du fait de s'adresser à une personne ou à deux personnes en fonction de ses compétences et pas autrement. Quand il y a un souci, comment vous gérez le souci dans votre duo, dans votre couple? Quand il y a un souci au restaurant, comment vous l'abordez? Comment vous le traitez entre vous? Comment ça se gère entre vous? Parce que moi, j'imagine que quand c'est vis-à-vis de quelqu'un, vous allez le voir et vous le réglez le problème. Mais entre vous, vous le faites comment? Est-ce qu'il y a des terrains où vous dites ça c'est mon truc, je m'en occupe, t'inquiète? Ça, c'est beaucoup moins maintenant, encore une fois. C'est plus commun. Parfois il y a des problèmes de nature RH, parfois il y a des problèmes de nature comptable, parfois il y a des... Oui, on se partage, mais surtout on en parle pendant longtemps. On en parle tous les deux. On parle beaucoup. Ce qui est une force aussi de pouvoir poser le pour, le contre, le pourquoi, analyser un petit peu la situation, avoir le recul tous les deux, avoir peut-être des pensées qui sont différentes parfois. Et et c'est là où c'est important de faire des concessions ou d'argumenter. Tiens, il y a eu ce problème. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Ok, on en pense ça tous les deux à peu près. Et là, on intervient. Et après, généralement, maintenant, c'est plus toi qui gères ça. Non? C'est plus forte là-dedans. Tu veux dire qu'il intervient, tu veux dire? Oui. Réflexion commune et après Philippine monte au front. Non, vraiment. Avant, j'avais peut-être plus de mal à être dans cette position de gérer l'équipe, Sur les gros sujets, on le fait à deux, mais Oui. Non, mais de toute façon, en vrai, on fait tout à deux. Donc, Mais je prends plus la confiance qui fait que parfois tu montes en première ligne une fois que la chose a été dealée en amont entre vous, quoi. C'est ça. Et ça se fait où? Parce que moi je pense à vous et je pense à votre couple, je me dis mais en fait ça ne décroche jamais cette affaire. Parce que ces discussions vous devez les avoir quand vous rentrez chez vous, au petit-déj, après on essaie de plus en plus de pas en parler quand on arrive quand même à la maison. On arrive à couper. Vous arrivez à décrocher? Non. T'as essayé, mais lui, il a savonné la planche. Vraiment, on essaie de couper, Charles. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, on pouvait rentrer à la maison et discuter pendant 2 heures des problèmes du resto. Maintenant, on arrive quand même à rentrer à la maison et c'est bon, on est rentré à la maison. Peut-être parce qu'on est plus fatigué aussi, je sais pas, mais
Maintenant, on prend plus le temps en amont de discuter des sujets dans des moments où on peut plus en discuter de manière intelligente. Oui. T'es en train de dire que vous arrivez un peu à cloisonner ? Bah, un peu plus en vrai. Franchement. Un peu plus. Et comment ? Est-ce que c'est un truc souvent, on se le dit bêtement. Hein. De cloisonner, c'est beaucoup plus facile. Souvent, je sais pas, moi, je lui parle d'un sujet du resto et Charles, il me dit, non, mais là, c'est bon. Enfin, j'ai pas envie de parler de ça. Le boulot, c'est bon. Ouais. Ou inversement. Et du coup, là, on se dit, bon, ok. Là, en effet, le problème, de toute façon, ce sera le même demain. Donc, on cloisonne plus facilement quand ça va mieux aussi. Enfin, je parle. Dans les périodes compliquées, c'est difficile de cloisonner. Ouais. Parce que c'est là où les ennuis, les contrariétés te suivent et on y pense tout le temps et c'est difficile de cloisonner. Par contre, quand ça tourne et que ça va mieux et qu'il y a une bonne énergie, on peut beaucoup plus facilement cloisonner. C'est humain. Vous avez changé un petit peu le modèle. Ici, avant, on petit déjeuner, on déjeunait, on dînait. Vous pouvez pas dormir, vous auriez pu penser au fait de... oui, ça aurait recoupé ton ADN de l'hôtellerie. Non, mais je dirais, une auberge. Aujourd'hui, à Boréal, on y vient le soir. Vous avez fait évoluer la proposition aussi. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'effet que ça a eu et pourquoi vous avez fait et pourquoi vous en êtes arrivé là? Je pense que dans un désir d'aller plus loin, dans l'assiette, on s'est dit en fait si on reste ouvert le midi, on n'aura pas le temps de faire autant de mise en place. Enfin vraiment c'est une contrainte de temps à la base. On s'est dit si on est ouvert le midi, bah clairement avant on arrivait à 10h, on était un peu dans un tunnel jusqu'au service de midi, après jusqu'à 14, 15, 15h30, 16h, on est toujours dans le déjeuner. Ça n'a pas changé. Non, alors ça n'a pas changé en termes de volume horaire, mais par contre ça a du coup énormément changé. Pas du tout le temps de la même manière. Non, c'est ça. Ouais. Et le résultat dans l'assiette, je pense qu'il se ressent. On voulait prendre le temps de faire bien les choses. Ouais. Et pas dans la hâte. Et comment on opère ça? On monte le prix? Ça passe par plein de choses. Alors le prix, c'est assez subjectif parce que quand je regarde par rapport à avant, bien sûr que le ticket moyen est plus élevé, mais le travail est colossal. En fait, en fait, c'est le même volume horaire sur un service de travail. Donc en fait, c'est le même travail. Oui, mais du coup, il est supporté par moins de gens. Donc nécessairement, par effet de levier, le prix monte. Au lieu d'avoir 2 fois la salle pleine, il n'y a pleine qu'une fois. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc faut que les gens qui viennent moyen là, augmentent. Et ce qui est intéressant, ça nous a fait peur parce qu'on est quand même un restaurant de quartier. Et oui, c'est ça. C'est un pari. Il y a une audace. Ouais, on avait très peur et étonnamment, on a perdu 0 client habitué. Donc bien sûr, ils viennent au lieu de venir toutes les semaines, ils viennent toutes les 2 semaines, parce que le prix a augmenté. Mais ils sont toujours là. Et le défaut, je veux dire, de l'offre qu'on avait avant, c'était qu'on était un peu plus cher que les offres aux alentours, mais pas suffisamment outsider. Alors qu'aujourd'hui, on s'est placé sur un restaurant d'occasion, un restaurant de célébration, un restaurant d'événement, où les gens viennent fêter quelque chose. Donc vous avez poussé un peu les curseurs en termes dans l'assiette, dans la recherche, dans la créativité. Et dans l'expérience aussi, en salle, en service, en séquence de service, on a... Parce que du coup, on est passé quand même de 20 à 25 propositions à la carte à un menu en 5 officiellement et 7 en réalité. Mais donc ça vous a obligé à resserrer, à repenser un peu la cuisine, à dessiner un peu plus votre ligne. Et exactement. Je pense que la cuisine est beaucoup plus précise, forcément, vu que on travaille cette étape depuis 3 mois. C'est peu de propositions. Enfin, c'est peu d'assiettes en soi. C'est pas 25. Mais du coup, forcément, on a beaucoup plus le temps de les perfectionner. C'est ce qui nous a forcé à trouver l'équilibre aussi, de manière beaucoup plus pointue. Parce que de temps en temps, on veut rajouter des produits et on peut pas parce qu'il n'y a pas assez de temps dans le menu. Et c'est là où intervient justement la vraie réflexion qu'on a depuis quelques mois de cet engrenage, comment trouver la symbiose dans l'assiette. Et ça fonctionne bien. C'est vrai que le plus gros, enfin moi la grosse fierté que j'ai, c'est vraiment d'avoir réussi à garder les clients du quartier. Et même eux sont les premiers à nous dire on est contents. Ouais, parce qu'ils suivent l'histoire. Ils accompagnent l'histoire. C'est ça. Et pour nous c'est la vraie récompense, c'est de pas les avoir perdus parce que c'est ce qui nous faisait le plus peur. D'être excluant et de. Exactement. Et ça va vite, parce que c'est pas donné. Ah bah tu changes une carte, tu montes un prix, et tu peux perdre d'un coup. C'est qui tout double. C'est qui tout double. Et depuis qu'on a changé de menu, il y a plein de clients réguliers qui sont venus même autant de fois qu'avant. D'autres un peu moins parce que et nous l'ont dit.
Ils nous ont dit, on adore revenir, on viendra un peu moins, mais on revient. Ouais. Parce que forcément, c'est un budget. Et mais c'est super parce que quand ils viennent, c'est une vraie occasion. Et en fait, c'est marrant. Je pense qu'ils se sentent pas il y a autre chose à vivre. lésés aussi. Enfin, tu vois. Oui. Oui, ils comprennent pourquoi c'est monté. Enfin, c'est ça. Ils voient que la proposition en fait, a été upgradée. On est généreux. On a toujours. Alors ça, pour le coup, depuis l'ouverture, on a toujours des fournisseurs exemplaires. Donc ça, c'est une chance aussi de travailler avec des produits. Mais la vraie truc qu'on a évolué, c'est on fait plus de concessions. Ouais. Le foie de l'autre, il est à la carte. Ouais. Donc c'est non mais parce qu'on veut le mettre et que dans le menu unique, alors bien sûr on adapte, mais le fait d'imposer et de faire goûter aux gens et qui nous disent j'aurais jamais pris ça. Ouais. Parce que du coup c'est surprise donc. Les oursins. Après évidemment on respecte les allergènes et tout mais les gens ne savent pas ce qu'ils mangent en arrivant ici. Et c'est ça qui est le plus intéressant aussi parce que y en a plein instinctivement ils auraient jamais commandé l'oursin, le foie. Et ils sont surpris. Et c'est génial. Et ça a été construit à deux. Dernière question, puisqu'on se parle de ces gens et qui reviennent avec envie, est-ce que vous pensez que parfois les gens ils viennent ici pour vous et parce que vous êtes aussi à deux, parce que c'est pas si anecdotique comme question. Ça peut aussi donner l'impression d'être chez des gens, dans une maison, d'avoir. Je pense que là où on a une grande chance, c'est que les gens en ce moment viennent beaucoup pour ça, viennent pour nous voir. En plus, on est en cuisine ouverte, donc clairement, ils nous voient pendant les tout gens le service. qui vous ont notamment découvert dans Top Chef aussi poursuivent le lien. Enfin, et en fait, il y a plein de gens qui du coup viennent nous voir au comptoir, parce que c'est ça aussi la facilité de la cuisine ouverte, c'est que souvent on a énormément d'interactions avec les clients. Et en fait, ils nous disent je venais pour vous soutenir, notamment à cause de ce dont on parlait tout à l'heure. On est venu ici pour vous soutenir parce qu'on avait envie de goûter votre cuisine, et en fait, on est hyper surpris. Et souvent, c'est les commentaires qui reviennent, c'est en fait, on s'y attendait pas, mais on a vraiment adoré, quoi. Ah oui. Et franchement, je veux dire qu'au départ, ils viennent pas pour une curiosité gastronomique forcément, mais pour vous. Parce qu'on n'a pas non plus été marketé comme ça à fond dans Top Chef. On n'est pas non plus les cuisiniers exemplaires, je pense, dans l'émission. Mais du coup, je pense que y a une surprise aussi parce que petit plus, c'était bon en plus. Oui, c'était une vraie proposition. Oui. Non, mais en vrai, c'est. Enfin, c'est vrai. Les gens ne disent pas qu'on est parfait ou que la cuisine c'est le truc de leur. Enfin, remarque, ça arrive de temps en temps, mais je sais pas comment dire. C'est pas du tout. Je le dis pas par prétention, c'est vraiment. Je m'en rends compte que souvent pour les gens c'est une surprise de dire en fait on est venu pour vous voir et en fait on s'est régalé quoi. Des chefs aussi, hein, on a eu le truc, les chefs qui sont venus et qui nous ont dit, on s'attendait pas à ça. Sa cuisine. Ouais, vraiment. Et ça, nous on a pleuré tous les deux. Enfin, on a eu un message qui nous a. On a eu la chance d'avoir Stéphanie Lequelec qui est venue manger. Qu'on embrasse, on adore. Ouais. Qui est venue manger au Boréal, et en fait, je pense qu'elle. C'est vraiment une révélation pour nous. Ouais. En fait, je pense qu'elle s'y attendait pas. Du coup, c'est un peu ce que je décrivais sur les clients qui viennent nous voir et qui s'attendent pas du tout à notre cuisine. Et en fait, je pense qu'elle a été agréablement surprise et elle nous en a fait part après. Déjà, elle a fait énormément de commentaires très constructifs. Et en fait, elle nous a envoyé un message tellement touchant. Et en fait, nous vraiment, c'est venu au bout de presque 2 ans de Boréal. Et je pense qu'on en avait vraiment besoin de ce message. Aussi pour nous conforter, pour dire on avait besoin d'entendre ça. Parce que quand on change tout, avec le risque que ça engendre, on a besoin. Vertige. C'est ça, vraiment. Et ça nous a ému. Ça nous a mis un coup de boost. Ça nous a mis un énorme coup de boost. Je pense vraiment qu'on en avait besoin de la vie d'un grand chef. Enfin, d'une grande chef en l'occurrence. Mais nous, ça nous a. Enfin, rien que d'en parler, ça me. Ouais, c'est émouvant. C'est émouvant, ouais. Trop beau. Mac, on fait ça. Pas ça pour rien. Ouais. C'est cool. Et que vous le faites bien. Et surtout, en vrai, de créer la surprise, c'est cool aussi, finalement. Mais c'est la consécration, c'est la confirmation. Et on est tous les deux timides, hein, on n'aime pas trop les compliments. On vous en fera quand même. Non, mais bravo en tout cas. Et merci d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire. Merci beaucoup. Trop bien. Merci à toi. Bon les amis, quelle meilleure manière de finir l'année que de parler ainsi
de l'entente en cuisine, du bon état d'esprit, de cette horizontalité avec cette manière toute naturelle qu'ils ont de voir les choses avec l'autre. Ici, personne ne s'efface, vous l'avez vu. Chacun parle et construit, avance un pion ou le retire. Chacun apprend quel terrain est le meilleur pour l'autre et en quel endroit il peut briller plus fort que soi. Alors on s'éloigne un peu et on les regarde tous les deux. Et franchement, j'en vois des gens qui dans leur ligne creusent leur sillon. Des athlètes, des killers qui foncent tête baissée et c'est beau. Et c'est impressionnant. Mais ceux-là, en plus de ça, de temps en temps, dans leurs courses de tous les jours, ils relèvent la tête et ils cherchent l'autre du regard. Et dans le rush, et dans la win, ou dans le dur, on a l'impression que tant que l'autre est là, ça va. Et on n'a plus besoin de briller là. Et c'est même une super raison de se dépasser. Et surtout, ce que ça dit, non parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir trouvé celui ou celle avec qui écrire son quotidien, non. Ce que ça dit, c'est qu'on peut exister avec l'autre, avec les autres, et que pour briller, on peut aussi partager, échanger, s'entraider. J'oserais même dire que la médaille, à la fin, elle a peut-être un goût plus profond que celle qu'on décroche à la seule force de ses bras. Mais je m'avancerai pas, on a aussi besoin parfois de faire les choses pour soi. Quoi qu'il en soit, les amis, merci de votre témoignage, merci de nous avoir raconté votre histoire, celle de votre amour, celle de votre cuisine, celle du Boréal. Amis auditeurs, auditrices, allez-y les yeux fermés, sa cuisine sincère, rue Montcalm, c'est au 39 à Paris, dans le 18e arrondissement, 39 rue Montcalm. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis toute cette saison. C'est l'heure pour moi de prendre quelques vacances. Vous retrouverez tout l'été, chaque lundi et vendredi, des rediffusions de nos meilleurs épisodes, des portraits, mais aussi des formats chefs d'entreprise. Vous le savez, désormais, c'est ce qu'on diffuse chaque semaine le vendredi. Et c'est la belle nouveauté de cette année. Vous avez adoré et je vous comprends. Je profite de ce dernier épisode pour remercier toutes et tous les chefs qui ont pris part à ce podcast cette saison. Toutes et tous les chefs d'entreprise qui ont partagé leurs histoires aussi. Chef s'est maintes fois hissé au premier rang des podcasts indépendants dans la catégorie food en France et c'est grâce à ces histoires hors du commun, à la confiance dont tous les chefs me font l'honneur. Merci aussi à mon équipe sans qui on pourrait pas vous proposer autant. Merci à Thomas Ladonne qui est venu plusieurs fois vous raconter des histoires de gastronomie. Merci à Célia Caillot et Samuel Lombroso pour le montage des épisodes. Merci enfin à Sandrine Robert qui gère ce petit monde et me dit chaque jour vers quelle cuisine je dois me diriger et organise toutes ces interviews. Que de rencontres, que d'histoires. Vous n'imaginez pas combien de fois cette année je me suis dit mais quelle chance de rencontrer tous ces hommes, toutes ces femmes passionnées et combien quand on parle ainsi, et Philippine et Charles ne me contrediront pas je pense, combien après on part le cœur regonflé. D'ailleurs vous me le dites souvent vous aussi par vos messages et ça me permet de terminer par le plus important des merci. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez par dizaines de milliers chaque mois. Vous êtes si nombreux aujourd'hui. Vous n'imaginez pas ce que ça peut représenter. Je repense à la poignée qui était là il y a 5 ans déjà. Et je vois tout ce monde aujourd'hui. Alors merci, merci, merci. Merci aux attachés de presse aussi et aux agences qui nous aident dans ce travail. Je fais mon max, moi, vraiment, pour que soient entendus, éclairés, reconnus les figures qui font notre gastronomie. Étoilés ou pas, c'est pas le sujet, vous le savez. Être chef, ça va au-delà de ça. Et pour la saison prochaine, allez, je vous réserve quelques surprises. On monte d'un cran et je vous attends forcément. Allez, je vous souhaite de passer un très bel été, le meilleur moment pour flâner sur les marchés, l'idéal pour découvrir une destination en se mettant à table, évidemment. La saison des grandes tablées, justement, ou des petits moments solo, farniente. Idéal d'ailleurs pour se caler une rediff de votre podcast préféré. Allez, salut!